Mon nom est Thomas. J'ai 26 ans. Et si je devais résumer ma famille en une phrase, ce serait « l'image compte plus que l'intégrité ». Cela semble dramatique, je sais, mais si vous avez déjà eu une mère qui se souciait plus de ce que les voisins pensaient que de votre santé mentale, ou un frère ou une sœur qui ne pouvait rien faire de mal même en faisant tout de travers, vous comprendriez. Ma famille n'est pas abusive exactement. Ils sont juste théâtraux. Des sourires polis, des mots soigneusement choisis, des cartes de vœux qui ressemblent à une explosion de clichés, mais grattés un peu sous la surface, et ce n'est qu'ego, jugement et apparence. J'ai toujours été le mouton noir. J'étais l'enfant tranquille avec la tête pleine d'idées, plus à l'aise à construire des sites web ou à peaufiner des scripts Python qu'à socialiser lors des brunchs paroissiaux. J'ai obtenu une bourse complète pour l'informatique et j'ai passé 4 ans à travailler discrètement sur un projet personnel dont je n'ai jamais parlé à personne. Pour faire court, ce projet a explosé après l'obtention de mon diplôme. Pensez à un accord de licence de logiciel, une sortie modeste, des investissements décents. Rien de fou. Pas de yacht ou de Tesla, mais assez pour que je puisse travailler en freelance quand je voulais, voyager un peu, vivre bien en dessous des radars, et c'est exactement comme ça que j'aimais ça. Ma famille, cependant, pensait que j'étais toujours en train de chercher ma voie. Ma mère laissait tomber des commentaires comme « Tu trouveras ta vocation bientôt ». Même après que j'ai acheté une maison cash. Ma sœur, ne m'en parlez pas. Elle s'appelle Isabelle, 28 ans, ancienne reine de beauté, a étudié la communication, et a épousé son amour de fac à 23 ans. Quand ce mariage s'est effondré l'année dernière, quelque chose à propos de différences d'ambition irréconciliables. Ces mots, elle est revenue vivre à la maison pendant un certain temps. C'est là que les choses ont commencé à devenir bizarres. Soudain, Isabelle était un tourbillon de réinvention de soi. Nouvelle coiffure, nouvelle garde-robe, nouvelle esthétique Instagram, et finalement un nouveau petit ami. Son nom était Marc, parce que bien sûr. Il ressemblait à quelqu'un qui s'appellerait Marc. Grand, bronzé, barbe soignée. Utilise probablement l'expression énergie alpha sérieusement. Mais voici le clou du spectacle. Ma famille l'adorait. Ma mère s'extasiait sur lui comme si elle auditionnait pour être sa publiciste. Il a beaucoup de succès dans la finance, dit-elle, sirotant son vin un soir, comme si elle comprenait ce que cela signifiait. Mon père, qui ne s'implique généralement pas, a juste hoché la tête et ajouté « Il se tient bien ». Je l'ai rencontré brièvement une fois chez mes parents. Juste une poignée de main et un « Salut, mec, ça va », mais j'ai gardé mes distances. Quelque chose chez lui ne me convenait pas. Trop lisse, trop rodé. Et la façon dont Isabelle le regardait, pas de l'amour, une performance, comme si elle voulait que nous la voyions tous passer au niveau supérieur. J'ai gardé le silence, souri poliment, et je suis rentré chez moi. Je pensais qu'il finirait par disparaître, comme tous ses autres projets passion. J'avais tort. Il y a une semaine, j'ai reçu un SMS de ma mère. Dîner de famille dimanche à 18h. Sois là. Isabelle amène Marc. Pas d'émoji. Pas de « s'il te plaît ». Juste un commandement. Typique. J'ai pensé à ne pas y aller. Ce n'est pas comme si mon absence serait remarquée, mais quelque chose dans sa façon de formuler m'a irrité. Comme si ce n'était pas une demande, mais une obligation. Comme si mon rôle était de me montrer, de sourire, et de les laisser se sentir bien d'être la famille parfaite. Contre mon meilleur jugement, j'y suis allée. Le dimanche est arrivé et je me suis présentée 10 minutes en retard juste pour perturber l'ambiance. Ma mère a ouvert la porte, les lèvres parfaitement rouges, et m'a lancé un regard comme si je venais d'entrer en haillons. Thomas, soupira-t-elle. Nous étions sur le point de commencer. Pas de câlin, pas de bonjour. J'ai juste hoché la tête et suis entrée. La table était déjà dressée. Verre en cristal, serviette en tissu, le rôti trop cuit signature de ma mère, et tout le monde était assis. Papa en bout de table sirotant son scotch. Isabelle a prêté. Et puis Marc affalé comme s'il possédait l'endroit. Salut, frérot, dit-il avec ce sourire irritant. Sympa de te voir enfin. J'ai souri finement. Les embouteillages, il renifla. À cette heure, dans cette ville?
Ma mère se racla la gorge et me fit signe de m'asseoir comme une régisseuse poussant le dernier acteur sur scène. Nous avons fait la conversation pendant un moment. Comment va le travail? Le temps. Des nouvelles d'un cousin dont je me souvenais à peine. Et pendant un moment, j'ai pensé que ce ne serait peut-être pas si mal. Puis la plaisanterie a commencé. Marc s'est lancé dans une histoire sur un collègue qui a essayé de créer une entreprise secondaire. Le mec pensait qu'il allait être le prochain Zuckerberg. Il a ri, gagné environ 5 €, et s'est appelé un entrepreneur. Tout le monde a ri. Ma mère a ri le plus fort. Isabelle a même essuyé une fausse larme. Je n'ai rien dit, mais Marc m'a regardé droit dans les yeux comme s'il voulait voir si je mordrais à l'hameçon. Tu as déjà essayé quelque chose comme ça, Thomas? J'ai entendu dire que tu étais dans les trucs techniques. J'ai haussé les épaules. Il a ricané. Tu devrais parler à ce gars que je connais. Il enseigne le codage aux lycéens. Un boulot plutôt solide pour les gens qui ne peuvent pas percer dans de vrais postes de développement. Isabelle a ri. Aïe, méchant. Mais elle ne m'a pas défendu. Elle a juste siroté son vin. J'ai jeté un coup d'œil à ma mère. Rien. Pas même un tressaillement. Alors, j'ai souri. Ça a l'air d'être une excellente roue de secours pour quelqu'un comme toi. Son rictus a vacillé, mais il l'a dissimulé. Non, mec, ça va. Je suis dans la finance. Tu sais, les choses du monde réel. Mon père a gloussé. On pourrait en avoir un peu plus par ici. Ça a piqué. Ça n'aurait pas dû, mais ça l'a fait. Je l'avais aidé à mettre en place une application de budgétisation l'année dernière. Littéralement automatiser la moitié de ses finances. Mais bien sûr, Marc, monsieur le financier, était le vrai de vrai. Je suis resté silencieux pendant le reste du repas. Je les ai laissés se prélasser dans leur petite chambre d'éco-suffisante. Mais à l'intérieur, mon esprit était en ébullition. Je savais quelque chose qu'ils ne savaient pas. Quelque chose que Marc ne voulait absolument pas qu'ils sachent. Parce que plus tôt cette semaine, purement par instinct, je l'ai googlé. Juste une de ces intuitions que je ne pouvais pas ignorer. Et ce que j'ai trouvé, eh bien, disons simplement que sa définition de la finance était un peu plus flexible que la plupart. Mais je n'ai rien dit. Pas encore. J'ai attendu. Je les ai laissés parler. Et puis juste après le dessert, Marc a rouvert la bouche, et c'est là que tout a basculé, mais j'y viendrai. Vous connaissez cette sensation lorsque vous êtes assis à une table et que tout le monde rit de quelque chose, mais ce n'est pas drôle pour vous, pas du tout. Ce n'est pas seulement que vous ne comprenez pas la blague, c'est que vous êtes la blague et tout le monde le sait et ça leur va très bien. C'était moi, assis là, à picorer un morceau de rôti de bœuf sec pendant que Marc tenait pratiquement la cour comme s'il était un orateur motivateur animant un TED Talk familial, et il dévorait chaque mot. Isabelle s'accrochait à chaque mot comme s'il lisait des conseils boursiers directement du ciel. Mon père se penchait chaque fois que Marc parlait, hochant la tête comme une figurine à ressort. Et ma mère, elle avait ce regard vitreux qu'elle réservait autrefois aux dames de club de golf avec des maris médecins. Je suis resté là, la plupart du temps silencieux, à regarder tout cela se dérouler comme un spectateur de ma propre humiliation. Alors, de toute façon, dit Marc, tapotant son ventre et poussant son assiette comme un roi satisfait. Notre cabinet lance un nouveau fonds algorithmique le trimestre prochain. Des trucs vraiment avant-gardistes. Vous ne croiriez pas la quantité de travail de back-end que j'ai dû superviser. Travail de back-end, ai-je demandé doucement, faisant tourner ma fourchette entre mes doigts. Il m'a regardé. Oui, modèle quantitatif, analyse prédictive, truc de geek de la finance, vous savez. Il a ri comme s'il venait de raconter une bonne blague. Oh, bien sûr, ai-je dit. Ça a l'air complexe. Ça l'est, dit-il. Tu as déjà pensé à te lancer dans de vraies affaires? Ou le rêve est-il toujours de coder en pyjama et de boire du Red Bull à 2 heures du matin? Isabelle a ri comme si c'était la chose la plus drôle qu'elle ait jamais entendue. Marc, arrête, dit-elle, bien qu'elle ne voulait clairement pas qu'il le fasse. Thomas a toujours été plutôt un type de projet passion. Ma mère n'a pas ri cette fois.
Elle m'a lancé ce regard de mère aux lèvres pincées et passif-agressif qui pouvait aspirer l'air d'une pièce. Thomas, dit-elle, nous en avons parlé. Tu dois laisser les gens te taquiner parfois. C'est comme ça qu'on se connecte. J'ai cligné des yeux. Taquiner ou rabaisser? Son ton s'est durci. Ne fais pas de scène. Et voilà. La phrase que j'avais entendue 1000 fois en grandissant. Ne fais pas de scène. Traduction, ne nous fais pas passer pour des imbéciles. Ne nous mets pas mal à l'aise. Ne perturbe pas l'illusion. Je me suis penchée en arrière dans ma chaise. Je ne savais pas que se faire moquer au dîner comptait comme un lien. Marc a haussé un sourcil. C'est juste pour rire, mec. Pas besoin de te mettre sur la défensive. Je n'ai pas répondu. Je l'ai juste regardé assez longtemps pour que son sourire confiant vacille une fraction de seconde. Puis mon père a brisé la tension. D'accord. D'accord. Passons à autre chose. Thomas, tu fais quelque chose d'intéressant ces temps-ci. Je savais qu'il ne s'en souciait pas vraiment. C'était une bouée de sauvetage déguisée en petite conversation, un moyen de neutraliser le moment. Je travaille sur quelques projets, ai-je dit vaguement. Je suis occupé. Marc a reniflé à nouveau, son réglage par défaut, apparemment. Quel genre de projet? Où est Top Secret? Je l'ai regardé. Il n'a pas scié. Il essayait de m'humilier à nouveau. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, ma mère a soupiré bruyamment comme si j'étais le problème. Thomas, s'il te plaît, dit-elle d'une voix de professeur déçu. Pouvons-nous ne pas faire ça ce soir? Tu rends les choses gênantes. J'ai gelé. Tout le monde a tourné les yeux vers moi. C'était moi qui rendais les choses gênantes. Pas Marc, qui m'avait provoqué sans arrêt. Pas Isabelle, qui gloussait à chaque pic comme si c'était une soirée open mic dans un club de comédie. Moi, j'ai senti quelque chose se tordre dans ma poitrine. Quelque chose de familier et de lourd et d'amer. Le même sentiment que j'avais au lycée quand Isabelle faisait une crise à cause de quelque chose qu'elle avait mal fait et que j'étais punie pour ne pas avoir été le plus grand. Le même sentiment que j'avais quand j'ai obtenu une bourse complète pour une école à 3 états et que ma mère a dit « Tu changeras d'avis, chérie. Tu ne veux pas quitter ta famille, n'est-ce pas ?» Comme si j'étais égoïste de vouloir ma propre vie. J'ai serré la mâchoire. Bien sûr, ai-je dit d'une voix tendue. Ne rendons pas les choses gênantes. La conversation a continué. Ils ont plaisanté sur des amis communs, des vacances, le chien de quelques voisins. J'ai ignoré la plupart de tout cela. J'écoutais à peine, me contentant de hocher la tête quand c'était nécessaire, sirotant mon eau, gardant une expression neutre. Mais à l'intérieur, la tempête se préparait. Parce que ce n'était pas juste un ou deux commentaires. C'étaient des années de mépris silencieux enveloppés de faux sourires et de rires forcés qui bouillonnaient au grand jour. C'était chaque fois que j'étais ignoré, rejeté, dit de me taire, d'être plus petit, plus agréable. Et maintenant, il y avait un nouveau garçon en or brillant à table. Quelqu'un qui pouvait dire ce qu'il voulait tant qu'il avait l'air bien en le faisant. Puis vint le moment. Le dessert avait été débarrassé. Un cheesecake acheté en magasin. Ma mère prétendait l'avoir fait et le vin avait fait son effet. Mon père se pencha en arrière avec un grognement satisfait, et Isabelle feuilletait son téléphone, montrant quelque chose à Marc sur Instagram. Alors, de toute façon, dit Marc soudainement, levant les yeux de son écran. J'ai donné une conférence la semaine dernière sur la disruption de la FinTech. Mon équipe a travaillé avec cette nouvelle entreprise d'analyse prédictive, Startup Stream, ou quelque chose comme ça. Une petite entreprise de développement. Presque personne n'en a entendu parler. Mais ils ont une bonne technologie. Nous allons probablement acheter leur plateforme purement et simplement dans quelques mois. J'ai posé mon verre lentement. Startup Stream, ai-je demandé. Calme, même. Oui, dit Marc. Tu en as un peu entendu parler? J'ai dit, quelle est ton implication exactement? Il a souri. Je suis un peu le gars qui parle, tu sais, en façade. Je conclus les affaires. Je m'assure que les chiffres correspondent. Certains des cadres n'aiment pas travailler directement avec les gens du code.
Ça devient trop technique. Les gens du code, ai-je répété d'un air impassible. Oui, dit-il, ne saisissant clairement pas le ton. Sans offense, mais ces gars-là n'ont pas vraiment l'esprit des affaires. Brillants à leur manière, bien sûr, mais pas faits pour la grande table. La grande table, ai-je fait écho et je sentais le poids des yeux de tout le monde sur moi maintenant. Isabelle regardait avec un sourire nerveux. Mon père semblait perplexe. Ma mère fronçait les sourcils. Marc a continué. De toute façon, nous allons probablement intégrer leurs outils dans notre infrastructure et peut-être embaucher quelques-uns de leurs développeurs s'ils peuvent suivre. C'est gagnant-gagnant. Je n'ai rien dit pendant un instant. J'ai juste lentement atteint ma poche et sorti mon téléphone. « Qu'est-ce que tu fais ?» a demandé ma mère sèchement, son ton déjà accusateur. Je l'ai ignoré, j'ai ouvert mon email, j'ai fait défiler un instant, j'ai trouvé celui que je cherchais. Startup Stream, ai-je dit. Cette entreprise d'analyse prédictive. Celle que votre entreprise est sur le point d'acheter. Marc a haussé les sourcils. Oui, ai-je dit, brandissant l'écran. Parce que je la possède. Silence. Mort, lourd, silence complet. La pièce s'est figée comme si quelqu'un avait appuyé sur pause sur une télécommande. Le rictus de Marc s'est transformé en confusion, puis en quelque chose qui ressemblait beaucoup à de la panique. Ma mère a cligné des yeux. De quoi parles-tu ? Je me suis levée lentement, sans élever la voix, sans changer de ton. Startup Stream est ma société. Je l'ai construite. J'ai concédé sous licence notre produit principal à 3 fonds spéculatifs distincts l'année dernière, et l'un d'eux est le cabinet pour lequel vous travaillez. J'ai eu 3 réunions avec les chefs de votre département. Je n'ai pas reconnu votre nom parce que vous n'étiez dans aucune d'entre elles. Marc était pâle maintenant. Sa bouche s'est ouverte, puis s'est fermée, puis s'est rouverte. Isabelle avait l'air d'avoir assisté à un accident de voiture en temps réel. Mon père s'est redressé. Attends, quoi ? Je ne l'ai pas mentionné parce que je savais comment ça se passerait, ai-je dit. Je savais que personne ne me croirait. Comme chaque fois que j'ai essayé de partager quelque chose de réel, vous avez tous traité ça comme une phase, une blague, quelque chose à ignorer. Ma mère a finalement retrouvé sa voix. Tu veux dire que tu possèdes une entreprise de technologie ? Depuis quand ? Je l'ai regardé. Depuis 3 ans. Tu n'as jamais rien dit. Cela aurait-il importé si je l'avais fait, ai-je demandé. Vous avez pris vos décisions il y a longtemps. Marc s'est levé aussi maintenant. Son énergie confiante remplacée par quelque chose de nerveux et d'inconfortable. Écoute, mec, je ne savais pas, d'accord ? J'ai interrompu. Parce que si tu l'avais fait, tu n'aurais pas dit la moitié des choses que tu as dites ce soir. Tu n'aurais probablement rien dit du tout. Il a jeté un coup d'œil à Isabelle comme si elle était censée le sauver. Elle a juste fixé la table. J'ai regardé une dernière fois la pièce, les gens qui étaient censés être ma famille. Il y a un genre de silence spécial qui se produit quand les gens réalisent que la version de vous qu'ils ont construite dans leur tête ne correspond pas à la réalité. Ce n'est pas le calme de la réflexion ou du regret. C'est le silence stupéfait, bouche bée, de l'ego qui se restructure en temps réel. C'est ce que j'ai vu à cette table. La mâchoire de Marc s'est contractée. Ma mère a cligné des yeux comme si quelqu'un l'avait débranchée et qu'elle redémarrait. Isabelle m'a regardé avec ce cocktail étrange de confusion, d'embarras, et de quelque chose de dangereusement proche de la honte. Et mon père, il s'est juste assis en arrière comme un homme regardant sa maison penchée sur ses fondations. Et j'étais là, téléphone en main, le pouls battant, le cœur cognant, non par fierté, pas même par vengeance, mais à cause d'années de mots refoulés qui éclataient enfin. De l'épuisement pur de jouer petit pour des gens qui n'avaient jamais une seule fois pensé à demander ce que je construisais quand je disparaissais dans ma chambre pendant des heures. Ils ne voyaient qu'un garçon avec un ordinateur portable, jamais un homme avec un plan. J'aurais pu tout laisser tomber à ce moment-là. J'aurais pu aller à la gorge, expliquer en détail combien Marc ne savait pas, comment son cabinet nous avait sous-estimés pendant des semaines, comment il n'avait même pas été dans les boucles de réunion. Mais je ne l'ai pas fait parce que quelque chose en moi. Peut-être le dernier éclat du garçon qui a autrefois essayé de plaire à tout le monde m'a dit que ça n'en valait pas la peine.
Pas tout de suite. Alors, au lieu de cela, j'ai juste dit. La seule phrase qui a fait imploser la pièce. Je vends Startup Stream. L'affaire se clôture vendredi. Ma mère a halté. Tu fais quoi? C'est en préparation depuis des mois. J'ai signé les papiers la semaine dernière. Isabelle a cligné des yeux. Attends, j'en revendre? Vendre pour combien? Je l'ai regardé longuement. Assez. Marc a fait un bruit étouffé. À qui? Je l'ai regardé pour confirmer que ce n'était pas à lui. Et puis je suis partie. Je n'ai pas attendu le dessert. Je n'ai pas dit au revoir. Je les ai juste laissés assis dans la salle à manger comme des mannequins pris en pleine conversation. Cette nuit-là, je n'ai pas beaucoup dormi. On pourrait penser que c'était cathartique de partir comme ça. Et en partie, ça l'était, mais il y avait autre chose, quelque chose de plus lourd. Je n'arrêtais pas de revoir leur visage, leur silence, le poids de ces années que j'ai passées à cacher mon succès parce que je ne voulais pas être ce gars-là. Le frère arrogant de la technologie. Je l'ai fait et maintenant je suis meilleur que vous. Je n'ai jamais voulu frotter quoi que ce soit sous le nez de personne. Mais il n'avait aucun problème à me frotter dans la boue. Et maintenant je n'avais plus rien à leur prouver. Mais voici la vérité. Partir ne signifie pas que vous ne portez pas les bleus. Les jours après le dîner furent étrangement calmes. Pas de SMS, pas d'appel, pas même un « parlons-en » passif-agressif de ma mère. Je m'attendais à moitié à un chantage affectif ou à un flot soudain de messages faisant semblant que cela ne s'était jamais produit. Mais non, juste le silence, ce qui était bien au début, mais la solitude a cette façon de résonner plus fort quand elle suit la déception. Et je n'y étais pas immunisée. Je n'ai pas sombré. Je ne vais pas prétendre que je me suis effondrée dans un gouffre de désespoir, mais je me sentais à la dérive, vide, comme si j'avais cassé un élastique qui avait été étiré trop longtemps et que je ne savais plus quoi faire du mou. Je me suis enterrée dans la vente. La paperasserie était brutale. Même avec des avocats et des consultants, vendre une entreprise que vous avez construite à partir de zéro, c'est comme vider votre propre maison, arracher les planchers, vérifier chaque crevasse, s'assurer qu'il ne reste pas de poutres pourries. Mais cela m'a donné une structure, un but, et puis le vendredi est arrivé. J'ai signé le document final à 10h07. J'ai reçu une confirmation une minute plus tard. Juste comme ça, c'était fait. J'ai regardé l'écran de mon ordinateur portable pendant longtemps. Mon compte bancaire affichait un chiffre qui ne semblait pas réel. Assez de zéro pour rendre mon professeur d'économie du lycée fier. Assez pour changer ma vie 10 fois. Assez pour disparaître si je voulais. Mais au lieu de célébrer, j'ai fermé l'ordinateur portable et je suis allée me promener. J'ai fini par ce petit café du centre-ville où je travaillais à l'université. Il faisait toujours le même expresso brûlé. Il y avait toujours la même table bancale près de la fenêtre. Je suis restée là pendant une bonne heure à regarder les gens passer, me demandant ce qui allait suivre. C'est là que le SMS d'Isabelle est arrivé. Salut, tu es là? Je l'ai regardé, j'ai envisagé de le supprimer. Mais quelque chose en moi, la curiosité, peut-être la stupidité, a répondu « oui ». Elle a envoyé une adresse. Pas la maison de nos parents, son appartement, l'appartement où elle avait vécu depuis le divorce. J'y ai réfléchi un moment, puis j'ai payé mon café, je me suis levée et j'y suis allée. Elle a ouvert la porte en survêtement et en pull à capuche. Pas de maquillage, pas de performance, juste Isabelle, la version que je n'avais pas vue depuis que nous étions enfants à partager des céréales le matin avant l'école. Elle n'a rien dit pendant une seconde, puis doucement, « Tu veux entrer ?» J'ai hoché la tête. Son appartement était petit, en désordre, des cartons à moitié déballés dans le coin, un verre de vin oublié sur le comptoir. Elle a fait signe vers le canapé et nous nous sommes assis. « Écoute, commença-t-elle. Je ne savais pas pour la société, pour rien. Je suis resté silencieux. Elle a joué avec le cordon de son pull. Marc est. Eh bien. Tu as vu comment il est. Je pensais que c'était un homme stable et confiant après le divorce. Je voulais quelqu'un qui me comprenne, tu sais. J'ai haussé un sourcil. Alors,
Tu l'as amené au dîner pour le parader. Ses joues ont rougi. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si mauvais. Et je ne m'attendais pas à ce que tu lâches une bombe comme ça. Je ne l'avais pas prévu, ai-je dit honnêtement. Mais il n'arrêtait pas de pousser et personne ne l'a arrêté. Isabelle soupira. C'est un peu comme ça que nous sommes, hein? Nous faisons des performances. Nous gardons les apparences. Nous ne faisons pas de vagues. J'ai hoché la tête. Oui. Et le bateau coule depuis des années. Elle n'a pas répondu pendant un moment. Puis maman panique. Pas seulement à cause de ce qui s'est passé, mais à cause de ce qu'elle a manqué. Elle m'a appelé hier en pleurant, disant qu'elle t'avait en quelque sorte échoué. J'ai presque ri. Maintenant elle le remarque. Elle n'est pas douée pour dire pardon, a admis Isabelle. Elle pense que si elle l'ignore assez longtemps, ça se remet à zéro. Oui, ça me dit quelque chose. Je ne te demande pas de lui pardonner, dit-elle. Mais peut-être juste de lui parler. Elle ne dort pas, papa fait semblant que tout va bien. Mais je l'ai entendu dire à oncle Raymond, tu as embarrassé la famille. Je l'ai regardé. J'ai embarrassé la famille? Elle a hoché la tête, grimaçant. C'est l'histoire qu'il se raconte. Oui, c'est ça. Nous avons parlé encore un moment. Elle s'est à nouveau excusée, pas de manière performative cette fois. Cela semblait réel, humain, vulnérable, et je me suis retrouvée à m'adoucir un peu parce que malgré tout, c'était ma sœur. Et peut-être, juste peut-être, elle commençait enfin à me voir comme plus qu'un punching ball familial. Je suis partie sans rien promettre. Je n'ai pas envoyé de SMS à maman. Je n'ai pas appelé papa. Au lieu de cela, j'ai réservé un voyage. 2 semaines, pas d'ordinateur portable, pas de travail, pas de famille, juste moi, une cabane près de la côte, et beaucoup de temps libre pour savoir ce que je voulais. Et vous savez quoi? C'était la meilleure chose que j'ai jamais faite. J'ai fait de la randonnée. J'ai lu des livres. J'ai cuisiné pour moi. Je me suis assis sur le porche la nuit et j'ai écouté le vent. Pas de jugement, pas d'attente, juste le calme. Et lentement, pièce par pièce, quelque chose en moi a commencé à se reconstruire. Pas avec des déclarations bruyantes ou des citations Instagram. Discrètement, en privé, j'ai commencé à penser à mes prochaines étapes. Pas pour l'argent, pas pour le prestige, mais pour moi, j'avais déjà gagné le jeu auquel ma famille ne savait même pas que je jouais. Maintenant, il était temps d'arrêter de jouer pour eux tout court. Au moment où je suis revenue, j'avais un plan. Pas pour la vengeance, pas pour leur prouver qu'ils avaient tort, pour la liberté. Mais bien sûr, rien ne reste longtemps silencieux. Parce qu'à mon retour, j'ai trouvé une lettre qui m'attendait. Pas d'adresse de l'expéditeur. À l'intérieur, une invitation de mariage. Isabelle et Marc. Et une petite note manuscrite de ma mère. Nous espérons que tu viendras. La famille est tout. Ne laissons pas un dîner ruiner cela. J'ai dû lire cette note 5 fois. Ne laissons pas un dîner ruiner cela. Comme si c'était un petit contretemps. Comme si c'était un moment légèrement gênant à balayer sous le tapis à côté de toutes les autres choses qu'ils avaient commodément oubliées. J'ai tenu l'invitation dans une main, la note dans l'autre, et pendant une seconde, je suis restée là dans mon couloir, entourée de silence. Le genre de silence qui crie. Je n'étais pas en colère. Pas immédiatement. Ce que je ressentais était plus froid, plus clair, une compréhension nette et précise que les personnes qui étaient censées me connaître le mieux ne me connaissaient toujours pas du tout. La famille est tout. C'était riche. Parce que si la famille était tout, peut-être aurait-il dû commencer à me traiter comme quelque chose. Je me suis assis au comptoir de la cuisine, j'ai rouvert l'invitation et j'ai scanné les détails. Le mariage était dans 2 mois, cérémonie dans un jardin, tenue de soirée, dîner et danse dans un hôtel-boutique à environ 1 heure de la ville. RSVP avant la fin du mois. Mon nom était écrit à la main sur l'enveloppe dans l'écriture cursive de ma mère. Comme si cela le rendait en quelque sorte plus personnel. Comme si elle ne m'avait pas ghosté pendant des semaines après ce dîner, pour ne refaire surface que maintenant qu'il y avait des arrangements floraux et des listes d'invités à finaliser. J'ai posé l'invitation et j'ai regardé le plafond. Puis j'ai souri.
Pas un grand sourire suffisant, juste un sourire tranquille parce que pour la première fois depuis longtemps, je ressentais quelque chose de nouveau. Pas d'amertume, pas de tristesse, de l'influence. Ils me voulaient désespérément à ce mariage. Non pas parce qu'ils me manquaient ou parce qu'ils avaient soudainement eu une révélation sur la façon dont ils m'avaient terriblement traité. Non, ils voulaient l'image, l'illusion. Ils voulaient pouvoir dire à leurs amis de l'église, « Oh oui, toute la famille était là. » Thomas aussi. Ils voulaient que je joue le rôle, que je porte le costume, que je serre des mains, que je fasse semblant que tout allait bien pour que leur château de cartes ne s'effondre pas. Et je n'avais aucune intention de leur donner ça. Pas gratuitement. Les jours suivants furent productifs d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis les premiers jours de Startup Stream. Je ne sais pas si c'était la haine ou la clarté, mais je me réveillais chaque matin avec un but. Je ne réagissais plus. Je bougeais, je planifiais, je me positionnais. Première étape, information. Je ne faisais pas confiance à Marc. C'était une évidence. Mais quelque chose dans la façon dont il avait trébuché au dîner, la façon dont il avait essayé de faire tourner son implication avec Startup Stream, ça ne me convenait pas. Alors, j'ai commencé à creuser. Au début, je suis restée superficielle. LinkedIn, Twitter, ancien site web d'entreprise, l'habituel. Mais Marc était plus intelligent que je ne l'avais d'abord supposé. Son empreinte numérique était soigneusement gérée, polie, organisée. Il avait l'air d'un candidat de rêve sur le papier. Mais j'étais dans la technologie depuis assez longtemps pour savoir à quel point il est facile de faire semblant quand on sait quel mot à la mode utiliser. Alors, j'ai appelé un ami. Enfin, pas tant un ami qu'un ancien contact. Étienne, un expert en cybersécurité avec qui j'avais travaillé sur un projet il y a 2 ans. Il me devait une faveur. « Tu veux que je fasse une enquête sur un gars de la finance ?» dit-il amusé. « Je veux savoir à qui j'ai affaire » ai-je répondu. « Et je veux que ce soit hors des registres. » 2 jours plus tard, il m'a envoyé un dossier. Ce n'était pas accablant. Pas au sens criminel, mais c'était révélateur. Il s'avère que Marc avait changé d'emploi plus souvent que quiconque dans ma famille ne le réalisait. Il avait rebondi entre des startups, des rôles de conseil et de vagues missions de consultation qui ne semblaient jamais durer plus de 6 mois. Il avait progressé grâce au charme et aux relations. L'entreprise de technologie financière pour laquelle il travaillait actuellement, il n'était pas dans la haute direction. Il était dans les ventes, pas la stratégie, pas l'analyse, juste les ventes, ce qui n'est pas intrinsèquement louche, mais cela rendait les choses qu'il avait dites au dîner beaucoup plus creuses. Plus important encore, il avait un historique de mauvais investissements. Immobilier, crypto, quelques entreprises de commerce électronique qui n'ont jamais dépassé le lancement. Il n'était pas fauché, mais il n'était pas non plus le cadre de haut niveau qu'il prétendait être. Cela expliquait beaucoup de choses. J'ai rangé cette information pour plus tard. Deuxième étape, les alliés. Je ne prévoyais pas de passer au nucléaire. Pas encore. Mais je voulais des options. Alors, j'ai appelé Lucie. Lucie était mon ex. Enfin, en quelque sorte. Nous sommes sortis ensemble de manière occasionnelle pendant les premières années de Startup Stream. Nous sommes restés amis après et elle avait toujours eu un sens aigu des gens. Plus important encore, elle avait été à ce dîner il y a 1 an, quand Isabelle avait amené son précédent petit ami pour tâter le terrain. Lucie a vu les mêmes schémas que moi. Le charme théâtral, l'ego fragile. Elle avait même prédit que cette relation ne durerait pas, et elle avait raison. Quand je lui ai expliqué ce qui s'était passé avec Marc, elle n'a pas hésité. « Je suis partante », a-t-elle dit. « Tout ce dont tu as besoin. »« Tu pourrais le regretter », lui ai-je dit. « Je ne le regretterai pas », a-t-elle répondu. En plus, je dois à ta sœur ce coup de sang passif-agressif qu'elle m'a fait à un brunch. Faire un œuf. Nous nous sommes rencontrés dans un café plus tard cette semaine-là pour élaborer la stratégie. Alors, quel est le plan, a-t-elle demandé, sirotant son latte glacé. Le démasquer à l'hôtel. Discours dramatique. Caméra cachée. J'ai ri. Rien d'aussi tape à accent grave l'œil pour l'instant. Je veux voir à quel point ça va loin. Je pense qu'il utilise ma sœur. Peut-être pour de l'argent,
peut-être pour la réputation. Je ne sais pas, mais quelque chose ne va pas. Lucie a hoché la tête. Tu penses qu'elle le sait? Elle est trop obsédée par l'idée de gagner pour le remarquer. Et ta mère? J'ai ricané. Elle ignorera tout ce qui menace l'esthétique. Lucie s'est penchée en avant. Alors, donnons-leur exactement ce qu'ils veulent. Un mariage parfait et paisible avec toi au centre de l'attention. J'ai marqué une pause. Tu penses que je devrais y aller? Je pense que tu devrais confirmer ta présence, a-t-elle dit. Et pendant que tu souris pour les caméras, nous commençons à jeter les bases discrètement, chirurgicalement. Si Marc cache quelque chose, nous le trouverons. Et s'il ne cache rien, eh bien, nous serons polis. Mais s'il cache quelque chose. Elle a laissé la phrase en suspens. J'ai hoché la tête. D'accord, ai-je dit. Jouons. J'ai confirmé ma présence ce soir-là, présent, +1. Personne ne m'a envoyé de SMS pour le confirmer, mais je savais qu'il l'avait vu. Les semaines suivantes ont été consacrées à la préparation. J'ai renoué avec des gens, parlé à des connaissances mutuelles, me suis glissé dans l'arrière-plan du monde numérique de Marc et j'ai commencé à observer. Lucie m'a aidé à passer au crible ses réseaux sociaux et à identifier des schémas. Des incohérences étranges dans les chronologies, des dates de voyage qui ne correspondaient pas, des commentaires d'amis qui laissaient entendre des projets parallèles dont personne n'avait entendu parler. Puis un soir, Lucie m'a envoyé un message, j'ai trouvé quelque chose. J'ai cliqué sur le lien qu'elle avait envoyé. C'était un fil de discussion sur un forum financier de niche enfoui sous des couches de brouillard SO. Et dedans, Marc publiait sous un pseudonyme, mais pas assez intelligemment. Il vendait une sorte d'outil d'investissement basé sur la cryptographie, à moitié cuit, plein de mots à la mode, et clairement illégal. Le fil était plein de signaux d'alarme, de promesses de rendement garanti, de tactiques agressives, et quelques messages d'utilisateurs brûlés affirmant qu'ils n'avaient jamais récupéré leur argent. Ce n'était pas une preuve irréfutable, mais c'était définitivement de la fumée, et la fumée signifiait le feu. J'ai envoyé le fil à Étienne. 2 jours plus tard, il l'a confirmé. Marc avait discrètement enregistré une société écran 6 mois auparavant. Il y avait acheminé de l'argent de comptes personnels et peut-être d'amis et de la famille, leur promettant probablement un gros rendement sur un produit inexistant. C'est là que j'ai su qu'il ne s'agissait plus seulement de vengeance. Il s'agissait de protection. Ma sœur marchait vers un mariage avec un homme qui pourrait escroquer des gens de leurs économies. Et elle n'en avait aucune idée. Mes parents organisaient un mariage qui pourrait être suivi de poursuites judiciaires, de recouvreurs de dettes, ou pire. Et personne n'avait le courage de le voir, sauf moi. Alors, j'ai fait un choix. Je n'arrêterai pas le mariage. Pas encore. Mais je serai prêt, car le jour où il me demanderait de sourire pour les caméras, je sourirai avec tout en place. Le jour du mariage est arrivé comme l'acte final d'une pièce que tout le monde avait répétée mais ne comprenait pas tout à fait. Le lieu était exactement ce à quoi je m'attendais, d'un goût extravagant. Des orchidées blanches enlaçaient les arches, des invitations ornées d'or étaient remises aux invités par des cousins adolescents en costume rigide. Un trio de jazz jouait doucement près de l'entrée du jardin tandis que les gens déambulaient avec des flûtes de champagne. Leur conversation aussi superficielle que l'étang à carpes décoratif près du buffet. Je suis arrivée dans une voiture de location gris anthracite mat, élégante, discrète, professionnelle. Lucie est sortie à côté de moi, vêtue d'une robe vert foncé qui a fait figer au moins 3 amis de ma mère en plein milieu d'une phrase. Elle a passé son bras dans le mien et a chuchoté, « Tu es prêt ?» Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai juste regardé à travers le jardin où Marc serrait des mains et affichait son sourire entraîné. Où ma mère donnait des dernières instructions à l'organisatrice de mariage comme un général coordonnant un front de bataille. Où Isabelle, magnifique dans une robe de mariée en dentelle ivoire, un maquillage impeccable, ce sourire caractéristique de reine de beauté, se tenait au milieu de tout cela comme une poupée de porcelaine que personne n'osait toucher. Puis j'ai hoché la tête. Oui, finissons. La cérémonie devait commencer à 16 heures, juste au moment où le soleil descendait assez bas pour que tout paraisse doré sur les photos. Tout le monde était habillé pour impressionner, et pour la plupart, ils ont réussi. J'ai reconnu quelques visages, d'anciens voisins,
des amis de la famille, quelques parents éloignés qui ne se montraient que pour la nourriture gratuite et les potins. Je me suis tenue à distance avant la cérémonie, me mêlant à la foule, sirotant un verre d'eau tout en observant Marc. Il était en mode politicien. Charmant, rieur, se vantant juste assez pour que les gens se sentent spéciaux sans révéler quoi que ce soit de substantiel. Si vous ne le connaissiez pas mieux, vous auriez pensé qu'il était le marié du siècle. Mais je le savais mieux. Lucie aussi. Elle m'a donné un coup de coude vers 15h30. Il travaille toujours la pièce. Tu es sûr qu'on attend après ? Oui, ai-je dit. Laissons l'illusion se compléter. Nous nous sommes assis près du devant, deuxième rangée derrière la famille proche. Ma mère m'a aperçu et m'a offert un sourire cassant. Papa a hoché la tête raidement. Isabelle ne m'a pas regardé une seule fois en marchant dans l'allée, la main serrée autour d'un bouquet, les yeux fixés sur l'autel. J'ai remarqué la tension dans sa mâchoire, pas de la nervosité, de la retenue. Marc, à son crédit, avait l'air du charmant marié, costume impeccable, bouton de manchette subtil, cette confiance omniprésente. La cérémonie fut courte, principalement du blabla, quelques larmes de ma tante, quelques vœux personnels excessivement longs qui semblaient étrangement générés par une IA. Puis vint la réception. C'était la véritable performance. Des tables dressées avec des marque-places personnalisées, une première danse chorégraphiée, le genre de menu qui citait le nom de la ferme où les poulets avaient été élevés. Ma mère a porté un toast sur l'amour, la persévérance et la construction d'un avenir ensemble. Mon père a suivi avec un discours légèrement maladroit mais sincère sur l'accueil de Marc dans la famille. J'ai attendu. J'ai regardé. Et puis, juste au moment où le dessert était servi, quand le vin s'était installé et que les invités étaient détendus et souriants, je me suis levée. Puis-je dire quelques mots, ai-je demandé, tapant une cuillère contre mon verre. La pièce s'est tournée. Le MC a hésité, a jeté un coup d'œil à ma mère, qui semblait figée. Marc a souri d'un air tendu. Bien sûr, mec. Vas-y. Je me suis approchée du micro. Merci, ai-je dit. Je vais être bref. Je voulais juste dire à quel point je suis heureux pour ma sœur. Isabelle, tu es magnifique. Je ne le dis peut-être pas assez, mais tu as toujours été la personne la plus forte que je connaisse. Elle a cligné des yeux, surprise, puis a hoché la tête lentement, incertaine de la direction que cela prenait. Je me suis tournée vers Marc. Et Marc, je dois admettre que je n'étais pas sûre de toi au début, mais au cours des dernières semaines, j'ai fait mes devoirs. J'ai fouillé dans tes antécédents, tes investissements, tes projets annexes. C'est éclairant. La pièce a bougé, les rires se sont éteints, les têtes se sont inclinées, Marc s'est raidi. Qu'est-ce que tu... J'ai levé la main. C'est bon. Je ne suis pas ici pour gâcher quoi que ce soit. Je suis juste ici pour dire la vérité. J'ai sorti mon téléphone, l'ai connecté au projecteur que le lieu avait installé pour le diaporama photo. L'écran a clignoté, et un navigateur web est apparu. J'ai ouvert un PDF intitulé « Registre de communication avec les investisseurs Credencecoin 2021 à 2023 ». Puis un autre fichier, des captures d'écran des publications de Marc sur le forum sous son pseudonyme. Ensuite, un court clip vidéo, un pitch Zoom enregistré où Marc promettait des rendements garantis à un groupe d'investisseurs sans méfiance. Son visage, sa voix. Des halètements, le silence. Je l'ai laissé jouer pendant 20 secondes avant de le mettre en pause. Marc a géré un système de Ponzi de bas niveau au cours des 2 dernières années, ai-je dit calmement. Ce n'est pas assez important pour faire les gros titres, mais c'est suffisant pour ruiner des gens, des amis, de la famille, quiconque a cru au fantasme. Les gens se sont retournés, les visages tordus. Mon oncle a chuchoté quelque chose à mon père, qui est devenu livide. Isabelle s'est levée, serrant son bouquet comme une arme. Thomas, qu'est-ce que c'est ? C'est ce que j'ai essayé de te dire, ai-je dit. Plus doucement maintenant. Il n'est pas celui qu'il prétend être. Je voulais te prévenir plus tôt, mais j'avais besoin de preuves. Marc s'est dirigé vers moi. Toi petit sale. Non, non, ai-je dit, brandissant un autre papier. J'ai déjà soumis cela à l'autorité des marchés financiers. Ceci n'est qu'une courtoisie.
Son visage a perdu toute couleur. Mais ce qui est vraiment triste, ai-je continué, faisant à nouveau face à la foule. Ce n'est pas seulement la fraude. C'est que personne dans cette famille n'a voulu croire que je pouvais avoir raison. Que je pouvais avoir de la valeur au-delà d'être le discret. On m'a dit d'arrêter de faire honte à la famille. D'être poli, de laisser les choses aller. J'ai regardé ma mère. Ses mains tremblaient autour de son verre de champagne. Mais aujourd'hui, j'ai choisi de ne pas être silencieux. Aujourd'hui, j'ai choisi la vérité plutôt que le confort, et je pense que vous aviez tous besoin de le voir. Je me suis reculé du micro. Marc était figé. Isabelle avait l'air que quelqu'un lui avait arraché le sol sous les pieds. L'organisatrice de mariage planait au bord de la pièce, pâle et nerveuse. Puis vint la retombée. Ma mère s'est levée. Thomas, nous devons parler. J'ai fini de parler, ai-je dit. Vous n'écoutez que lorsque c'est pratique. Thomas, attends, dit Isabelle, sa voix se brisant. Pourquoi maintenant? Je me suis tournée vers elle. Parce que tu mérites mieux, même si tu ne pouvais pas le voir. Puis je suis sortie. Lucie a suivi, ses talons claquant à côté de moi. Nous n'avons pas parlé avant d'atteindre la voiture. Elle a finalement demandé, tu te sens mieux? J'ai pris une longue inspiration. L'air était plus frais dehors, plus calme. Je me sens libre. Nous sommes partis. Plus tard, j'ai appris que Marc avait été placé en garde à vue pour interrogatoire la même semaine. L'autorité des marchés financiers le surveillait apparemment depuis des mois. Ma documentation leur a juste donné la dernière pièce. Isabelle a fait annuler le mariage en moins d'un mois. Mes parents sont restés silencieux pendant un moment, mais finalement une carte est arrivée par la poste. Pas de mots, juste une carte vierge à l'intérieur. Je l'ai jetée. Certaines fins n'ont pas besoin de clôture. Certaines fins sont juste nettes, comme le déclic d'une porte qui se ferme enfin derrière vous. Et parfois le silence est la plus forte des victoires.